Ça fait 3 ans que la guerre dure. Des milliards envoyés. Des milliers de morts. Et pourtant, selon les militaires américains eux-mêmes, l'Ukraine ne gagne pas. Alors pourquoi continue-t-on ? On a en Occident perdu l'habitude d'essayer de comprendre l'adversaire. Jacques Beau n'est pas un éditorialiste. Ancien renseignement stratégique suisse, ancien chef de la doctrine ONU. Il a travaillé à l'OTAN. Et il explique ce que ni les plateaux télé, ni les communiqués officiels ne disent. Début juin, l'Ukraine frappe des bases aériennes russes à des milliers de kilomètres. En Occident, triomphalisme. En Russie, indifférence relative. Il y a plusieurs manières de le voir. Et si on regarde nos médias, tous nos médias ont parlé d'une opération qui d'ailleurs a été rondement menée, il faut bien le dire, techniquement assez remarquable de la part des Ukrainiens, d'amener des camions jusqu'à proximité de 5 bases aériennes sur des distances qui vont jusqu'à près de 5000 km de la frontière ukrainienne. Donc on est quand même sur une opération qui est assez remarquable dans sa manière d'exécution, si vous voulez, ce mode d'exécution. Mais détruire des avions, c'est très bien. Et bon, d'une part, le nombre qui a été annoncé par Volodymyr Zelensky était sans doute un peu ambitieux, de 40. La réalité aujourd'hui nous ramène vers quelque chose autour de 13 avions, dont 5 qui seraient irréparables. Pour Moscou, une base militaire touchée, c'est la guerre, mais ce qui a changé la donne, ce sont les attaques contre les civils. Ce qui les a marqués, c'est une autre opération qui s'est déroulée conjointement, mais cette fois-ci dans les oblasts de Bryansk et de Belgorod, et qui ont visé les infrastructures civiles et qui ont touché naturellement des trains, avec des trains de passagers russes avec des morts et des blessés civils. Et c'est ça qui a touché les Russes. Et c'est intéressant de voir que dans sa dernière allocution, Vladimir Poutine, on a l'impression que pour lui, les attaques contre les bases aériennes, alors bon, effectivement, ils n'ont pas pu l'éviter, ça c'est sans doute un certain nombre de déficits, mais vous savez, d'abord, quand on est dans le renseignement, le problème, contrairement à ce qu'on imagine, et je suis un professionnel du renseignement, le problème dans ce service, c'est pas de ne pas savoir, c'est de ne pas comprendre. Je rappelle qu'en anglais, intelligence vient du mot intellegere, en latin, qui signifie comprendre. C'est ça la finalité du renseignement. Donc, c'est plus ne pas savoir, vous pouvez toujours être surpris par quelque chose. Évidemment, l'idéal, c'est de tout savoir et de pouvoir anticiper tout. Mais il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas. Donc, c'est pas un problème fondamental. C'est un problème, certes, ça montre des faiblesses, certes, mais ça n'est pas un problème fondamental. Et les Russes, dans ce qu'a dit Vladimir Poutine, on a l'impression qu'ils ont admis que s'attaquer à des bases militaires contre des avions militaires qui, par ailleurs, sont également utilisés pour opérer en Ukraine, n'est pas vraiment un problème fondamental. Ils l'ont vu comme, finalement, une réponse du berger à la bergère, si vous me passez l'expression, et alors, je ne vais pas vous dire qu'ils en ont eu du plaisir, mais ça serait quand même un peu exagéré. Mais ils considèrent que c'était logique qu'à un moment ou un autre, on ait ça. Voilà, c'est un peu ça. En revanche, les attaques contre les civils, ça, c'est des choses qui ne passent pas. Et à cette occasion, d'ailleurs, et pour spécifiquement sur ces opérations qui ont touché les trains civils et les personnes civiles, Vladimir Poutine a dit, nous avons avec l'Ukraine un gouvernement, alors il parle d'illégitime parce qu'il se réfère évidemment à la manière dont le gouvernement Yanukovych avait été renversé en 2014. Et puis, pour la première fois depuis le début du conflit, Vladimir Poutine parle avec colère, pas à cause des avions, à cause des civils. Il dit, on a un gouvernement qui est illégitime et qui tend à dégénérer en une organisation terroriste. Et qui parle du soutien des pays occidentaux à ces terroristes. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Et ça c'est, je pense, ce qui est frappant dans cette formulation, c'est que on a senti Vladimir Poutine, pour la première fois peut-être depuis le conflit, qu'il a exprimé une colère par rapport à l'Ukraine, ce qu'on n'avait jamais vraiment senti avant. Il était ferme, certes, etc. Mais on n'a jamais senti de la colère. Là, on a de la colère et on a des déclarations
qui finalement arrive à la conclusion que est-ce qu'on continue à parler avec des terroristes ? Et là, on comprend quelque chose de fondamental. La guerre russe n'est pas présentée comme une guerre contre l'Ukraine, mais comme une guerre pour protéger les Russes d'Ukraine. Les Russes font pas une guerre contre les Ukrainiens à proprement parler. Ils font une guerre pour protéger la population russe d'Ukraine. Ça, c'est très important de dire. C'est pour ça que en Russie, contrairement au narratif qu'on a en Europe, en Occident de manière générale, les Russes voient ce conflit comme très légitime. Parce qu'il a comme finalité de protéger leurs frères russes en Ukraine. Et la population, en réalité, est au centre de la préoccupation des Russes. Et on le voit d'ailleurs quand vous entendez les discours de Lavrov, etc., concernant, par exemple, la restitution des 4 oblasts qu'ils occupent actuellement, ou partiellement actuellement en Ukraine, pour être précis. Mais on voit que le premier souci, c'est de protéger la population russe d'Ukraine. Et c'est ça qui a motivé leur entrée, le déclenchement de l'opération spéciale. On parle de négociations. En réalité, elles n'existent pas. C'est d'abord, on parle de négociations. Or, stricto sensu, il n'y a pas eu de négociation jusqu'à maintenant. Il n'y a eu aucune négociation. Ou plus exactement, les seules négociations qu'il y a eu sont entre Russes et Américains pour le rétablissement d'un courant diplomatique normal. Et c'est les premières discussions qu'on a eues à Riyad, à Istanbul d'ailleurs, à la fin février, début mars, qui consistaient à remettre en marche, si vous voulez, les ambassades respectives des uns et des autres. Aujourd'hui, les États-Unis parlent à la Russie, l'Ukraine parle de cessez-le-feu, la Russie parle de traité de paix. Du côté russe, on a une démarche qui suit exactement d'ailleurs ce qu'avait annoncé Vladimir Poutine le 14 juin 2024, c'est-à-dire les conditions pour qu'un dialogue puisse s'établir, 2 conditions, le retrait des 4 oblasts, le retrait de la part de l'Ukraine des 4 oblasts de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, et puis d'autre part la promesse ou l'engagement de l'Ukraine de ne pas de retirer sa candidature à l'OTAN. Ça, c'est les 2 conditions initiales qu'avait annoncé Vladimir Poutine en juin 2024. Et ces 2 conditions remplies, on pouvait s'engager dans une négociation. D'abord, cet engagement déclenchait ipso facto un cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu devait être utilisé pour amorcer un processus de négociation en vue d'un traité de paix. Et c'est ce qu'avait dit Vladimir Poutine en juin 2024, et c'est exactement ce qui a été proposé dans ce plan en 3 points. Un cessez-le-feu sans solution, c'est juste une pause avant la reprise de la guerre. Donald Trump n'est pas pacifiste, il est comptable. Ce conflit est ouvert en Ukraine, que les démarches occidentales n'ont finalement mené à rien du tout, que la victoire sur le terrain apparaît de plus en plus clairement comme être du côté russe. Par conséquent, on a un peu l'impression qu'on investit dans ce conflit, mais sans perspective de return on investment, donc de retour sur investissement. Et ça, pour un commercial qui est... Des milliards dépensés, aucun gain stratégique, et un adversaire qui se renforce. Et un rapport sur l'état de la situation militaire en Europe, et dans ces rapports, systématiquement, il dit la Russie se renforce. Donc les rapports, même des militaires américains, contredisent exactement ce que nous lisons dans nos médias. L'Ukraine ne pouvait pas gagner militairement, alors elle a dû gagner médiatiquement. Il faut maintenir l'intérêt des Occidentaux pour soutenir cet effort de guerre ukrainien, sachant que les Ukrainiens eux-mêmes savent qu'ils sont dans une position défavorable. Donc il faut créer le narratif. Il faut créer le narratif d'une Ukraine qui gagne, d'une victoire imminente, d'une défaite imminente de la Russie, etc., etc. Et c'est à partir de ce moment-là que le narratif prend de l'importance. Le problème, à force de croire à ce narratif, l'Occident a mal aidé l'Ukraine. Le problème, et c'est quelque chose que j'ai relevé dans mes livres, je suis un militaire, officier d'état-major général, donc je sais comment on combine les différentes armes pour les rendre efficaces. Et quand j'observe comment on a aidé l'Ukraine, je constate que
on a donné des tas d'armes, on a donné des tas de choses, mais tout ça arrive comme une sorte de patchwork, si vous voulez. On n'a pas quelque chose qui a une cohérence. On n'a pas de cohérence dans la logistique, on n'a pas de cohérence dans l'engagement opérationnel, on n'a pas de cohérence dans la manière d'utiliser des appareils qui sont très distincts les uns des autres. Vous voyez, les Français ont livré des AMX-10 RC qui sont sans doute de très bons, c'est des chars blindés avec un canon de 105 mm, qui sans doute font merveille pour l'opération Barkhane et des choses comme ça, parce que on a un adversaire qui est pas blindé en face. Mais quand vous mettez ça sur le théâtre ukrainien, ben vous avez en face des chars qui, eux, n'ont pas des canons de 105 mm, mais de 120 mm, ou 125 mm, et qui sont déjà beaucoup plus performants, avec des capacités de performance beaucoup plus grandes, etc., etc., etc. Et puis, les Français ont apporté ça, les Allemands ont apporté des Léopards, les Britanniques des Challenger, les Américains des Abrams. Tout ça, ça a l'air... Alors, pour le commun des mortels, c'est un char, un char, un char. Mais quand vous le regardez avec l'œil du militaire, vous voyez des pièces de rechange pour celui-ci, des pièces de rechange pour celui-là, des pièces de rechange, des munitions différentes pour chacun, etc. C'est un véritable casse-tête pour engager. Donc on n'a pas facilité la tâche des Ukrainiens en réalité. Sans compter que ces matériels ne sont pas toujours arrivés de manière synchrone avec, par exemple, les renseignements qu'on leur fournissait. Donc on leur fournit des renseignements sur les positions russes, mais on leur donne pas le matériel pour tirer dessus, si je peux simplifier les choses. Et quand on leur donne le matériel pour tirer dessus, eh bien on s'aperçoit que les Russes ont déjà passé le cran plus loin et ont déjà des contre-mesures qui permettent de neutraliser les matériels qu'on livre. Donc on voit qu'il y a un décalage dans le temps, un décalage dans la cohérence qui fait que les Ukrainiens avaient que très peu de chances de pouvoir avoir du succès dans ces opérations, et qu'en réalité, l'aide qu'on a fournie à l'Ukraine n'a fait que prolonger le conflit plus que donner un avantage à l'Ukraine. Et on voit l'Union européenne qui, on peut comprendre que l'OTAN, en tant qu'organisation militaire, ait un langage guerrier à propos de la Russie. Ça fait partie de leur métier. Mais on a l'impression parfois que l'Union européenne est plus belliqueuse que l'OTAN lui-même. L'Europe n'est plus médiatrice. Elle est devenue partie au conflit. Partie du conflit. Or aujourd'hui, on voit que très clairement, les Européens sont devenus une partie du conflit, à telle enseigne d'ailleurs qu'ils souhaiteraient être à la table de négociation, alors qu'ils n'ont pas versé. Enfin, il y a probablement quelques militaires qui sont morts accidentellement, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne se sont pas impliqués militairement, officiellement en tout cas, dans le conflit. Et pourtant, ils veulent à la table des négociations. Donc ça veut dire qu'ils sont devenus littéralement une partie au conflit. Et ça... Cette guerre n'est pas seulement militaire. Elle est psychologique, économique et narrative. Tant qu'on refuse de comprendre l'adversaire, on refuse aussi de comprendre comment la guerre se termine. On a en Occident perdu l'habitude d'essayer de comprendre l'adversaire. Ça fait trop. Si tu veux comprendre la géopolitique sans slogan, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire, faut-il un cessez-le-feu ou une paix négociée ?